et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau point lecture. Je vais vous faire point lecture sur mes lectures principalement d'août. Vous allez voir, j'en ai moins que juillet parce que j'ai lu 2 grosses pavasses. Donc voilà, ceux-là à chaque fois c'est compte pour 2. J'ai surtout du contemporain pour le coup. Voilà, donc et de la fantasy. Est-ce que j'ai du polar? Ouais, j'ai un polar, voilà. Mais voilà, aujourd'hui c'est contemporain, c'est fantasy. Si ça vous intéresse pas, et bah regardez pas. Voilà. Bon, je vais commencer tout de suite. Je vais commencer, je ne sais pas, c'est totalement improvisé ce truc là. J'en profite que mon fils ne soit pas dans mes pattes pour vous tourner. Donc j'ai vite sorti la caméra, j'ai vite sorti les bouquins. Je vais peut-être commencer parce que j'ai le moins aimé et puis aller vers crescendo. Allez, on y va. Donc je commence avec un livre contemporain que j'ai un type, ouais, on va pas dire que j'ai pas aimé, on va dire que je suis mitigée sur cette lecture. C'est une des lectures que j'ai fait dans le cadre du prix du trophée, vous savez, Folio L, dont je vous ai déjà parlé. Et il s'agit du livre Olga de Bernard Schlink. Bernard Schlink, j'ai lu de lui Le Liseur, que je vous conseille absolument. C'est un très bon livre qui a été adapté notamment au cinéma avec Kate Winslet. Je n'ai pas vu le film, mais j'avais adoré le film, qui met en scène en fait une liaison entre un jeune garçon, un jeune adulte, je crois qu'à 18-19 ans, avec une femme beaucoup plus âgée que lui. Et cette femme ne sait pas lire, donc il va lui faire la lecture et au fur et à mesure de leur rendez-vous amoureux et de leur rendez-vous de lecture, il va s'apercevoir qu'elle cache un très lourd secret. Donc je vous conseille, si vous voulez découvrir cet auteur Bernard Schlink, de lire Le Liseur. Olga, on est encore une fois en Allemagne, à la fin du 19e siècle, et on va suivre 2 personnages. On va suivre Olga d'un côté, qui est une jeune orpheline, qui veut absolument s'en sortir, elle sait lire, elle sait écrire, elle est plutôt douée à l'école, elle veut absolument devenir institutrice parce que pour elle c'est une manière de s'émanciper. Et elle va tomber amoureuse d'Herbert. Herbert, lui, c'est plutôt l'inverse, c'est un jeune homme de bonne famille. Alors c'est pas un noble, mais sa famille a des terres, est propriétaire. Et lui, en fait, c'est plutôt l'oisiveté et il passe son temps, Herbert, à voyager, à aller à droite à gauche. Et s'ensuit une liaison entre Olga et Herbert où Olga reste bien sage à poursuivre ses études, à devenir institutrice. Herbert va aux 4 coins du monde. Notamment, on va vivre avec lui une période que moi je ne connaissais pas du tout liée à l'Allemagne. C'est l'invasion des Allemands en Afrique du Sud, la guerre qu'ils ont fait en Afrique du Sud, si je ne me trompe pas. Bref, on va vivre à travers leur histoire d'amour, toute l'histoire de l'Allemagne, notamment à travers la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. C'est découpé en 3 parties. La première partie, franchement, elle fait 100 pages, j'ai failli abandonner parce que c'est l'histoire d'amour entre Olga et Herbert et c'est raconté d'une manière très lointaine. Voilà, Olga fait ci, Herbert fait ça, puis ensuite ils font ça. Il y a pas vraiment, on se sent pas proche des personnages et je me suis dit, voilà, c'est comme ça tout le long. Bon, il est pas très long en même temps, hein, il fait 300 pages, mais je me suis dit, c'est comme ça tout le long, j'ai vraiment m'emmerdé. Et en fait, à partir de la deuxième partie, où Olga se retrouve seule sans Herbert et on la suit cette fois-ci dans une autre vie. Elle a abandonné le travail d'institutrice, elle devient couturière pour une famille. Ça devient super intéressant parce qu'on a à la fois l'histoire intime du personnage qui se mêle à l'histoire avec un grand H, notamment l'histoire de l'Allemagne, et là ça devient intéressant. Voilà, c'est pour ça que je suis mitigée à l'issue de cette lecture parce que la première partie ne m'a pas du tout emballée. Par contre, j'ai beaucoup aimé la deuxième et la troisième partie. Voilà, à vous le conseiller éventuellement si vous tombez dessus. À vous conseiller un bouquin de Bernard Schlink, Le Liseur. Voilà, Olga, c'est pas une lecture pour moi qui est indispensable. La plume quand même de Bernard Schlink est très belle, c'est très bien traduit, mais ça va pas au-delà, voilà. Je vais pas trop m'étaler non plus. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? Après, ça reste du pas trop mal. Alors, je vais vous parler de celui-ci que j'ai terminé hier soir. C'est un service presse, c'est La mort du cheval fou de François-Xavier Marquis et c'est publié aux éditions de l'Harmattan. C'est l'auteur qui est entré en contact avec moi et qui m'a demandé de lire son roman. Au début j'ai refusé, pas que je voulais pas, mais c'est que j'avais peur de pas pouvoir l'intercaler rapidement dans mes lectures et qui traîne trop longtemps dans ma palle. C'est un livre qui est quand même sorti au mois de juillet, fin juillet. J'ai réussi à le caler ce week-end, puisqu'il est tout petit, il fait 140 pages.
Alors, c'est pas un livre qui est facile à conseiller. C'est pareil là, j'ai adoré certains aspects de l'histoire et d'autres aspects à mon avis sont, je vais pas dire à retravailler parce que je suis pas, voilà, moi j'ai pas écrit de livre, ce serait vraiment très présomptueux de ma part de le dire, mais il y a des choses je pense qui auraient pu être travaillées d'une autre façon. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte, au départ on est enfin, ça commence octobre 91 avec donc François qui vient d'abattre, enfin, il vient d'abattre, ça c'est ce qu'on voit. Il vient d'abattre avec son fusil de chasse son meilleur ami qui s'appelle Gérard dans la propriété. Gérard vient d'une famille très riche, ce sont des propriétaires terriens, son père est sénateur. Et bien sûr François est tout de suite écroué, il est mis sous les verrous et on va suivre, en fait, on va retracer qu'est-ce qui a pu amener François à abattre son meilleur ami Gérard. Donc on va faire témoigner d'abord, dans une première partie, tous les personnages importants de sa vie. Que ce soit sa copine, que ce soit ses amis, que ce soit des gens qu'il a croisés, qui ont compté pour lui dans sa vie, sa mère par exemple. Ils vont témoigner, ça c'est la première partie. Et la deuxième partie, on va voir la version de François, comment est-ce qu'il en est arrivé à ce drame, avec l'épilogue qui nous éclaire en fait sur le fin mot de l'histoire. J'ai bien aimé ce côté procès, où on interroge, on a le point de vue de chaque personnage et en fait on s'aperçoit que François c'est une personne qui a de grosses failles et normalement qui a un gros problème, je vais pas vous le dire là parce que ce serait quand même vous spoiler, qui a un gros problème, une maladie en fait. Aujourd'hui c'est considéré comme une maladie, qui souffre d'une maladie et que ça l'a conduit à faire beaucoup d'erreurs dans sa vie et que les personnes qui témoignent ce sont les personnes qui ont réussi à le raccrocher et qu'il a suffi d'une seule fois pour qu'il bascule à nouveau. Ça j'ai bien aimé. Alors c'est drôle parce qu'il y a des témoignages de certains personnages, je les ai dévorés, j'ai trouvé ça super intéressant. D'autres où j'ai trouvé ça long, un peu poussif, où je voyais pas trop où l'auteur voulait en venir. Donc ça alternait, ouais, c'était un peu les vagues, voilà, soit ça se lisait très bien, soit c'était un peu en mode ouais, quand est-ce qu'il abrège. Le style de l'auteur est très intéressant. Après, ce qu'il fait pas, c'est que... Alors, on n'est pas du tout dans un polar ou dans un thriller, hein. On est plutôt dans une étude de cas, comment quelqu'un peut arriver à commettre ce qu'il a commis. Voilà, en fait, c'est ça. On prend tous les témoins, on prend l'avis le témoignage aussi de celui qui est intéressé, celui qui a commis l'acte, et on essaie de comprendre comment on arrive à ça. Ça, c'est assez intéressant de ce point de vue-là. Après, c'est pas un thriller, c'est pas un polar. Donc moi, il m'a manqué quand même un petit truc... Vous voyez le machin qui fait que vous dévorez le livre. Je pense que ce qui ne va pas non plus dans ce bouquin, c'est qu'il est tout petit, il fait 140 pages, et que du coup, bah, certes on donne la parole au personnage, on donne la parole à François, mais ça va trop vite. Et la machine s'emballe vraiment rapidement, ça va vite. Voilà, donc je reste un petit peu sur ma faim. Je note quand même qu'il y a un très bel hommage aux chevaux, parce que François, pour se sortir de sa maladie, va se tourner vers le cheval. Et c'est pour les amoureux de chevaux, il y a vraiment de très beaux chapitres là-dessus, où notamment il apprivoise à un moment donné un cheval qui est destiné à l'abattoir parce que c'est un cheval qui a un caractère très difficile, et François se dit non moi je vais le dresser, je vais y arriver, à force de douceur il y arrive, et ça j'ai trouvé ça très très beau. Voilà, donc c'est difficile de vous le conseiller, c'était une lecture mitigée là également, il y a de très bons points positifs, il y a des points négatifs. Après c'est un premier roman, cet auteur il a surtout écrit, je vois qu'il a écrit sur le numérique, il écrit plutôt des documents, des essais. Voilà, c'est son première incursion dans le roman. Je pense qu'il y a du potentiel et que c'est un auteur à suivre. Je vais passer... Allez, je vais vous lire... Je vais vous parler d'un thriller. Donc, c'est le seul thriller que j'ai lu au mois d'août. Il s'agit de Rivière Maudite. C'est donc des deux auteurs, Preston et Child, et c'est publié chez l'Archipel. C'est le dernier qui est publié. Je crois que c'est au moins le 19e ou le 20e que Preston et Child écrivent ensemble. Vous n'avez pas besoin de lire les précédents. Ne vous tapez pas les 19 précédents pour vous lire celui-ci. Ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. Si vous avez envie, vous les lisez. Mais je veux dire, vous n'avez pas besoin de les lire pour comprendre ce qui se passe dans cette intrigue. Nous sommes sur les côtes de la Floride. Plage paradisiaque, sable blanc, palmiers, mer limpide. Quand tout à coup, un pied, je dis bien un pied muni d'une chaussure verte s'échoue sur la plage. Et puis un deuxième pied, puis un troisième pied, et puis des dizaines de pieds.
Voilà, donc vous vous doutez bien qu'on appelle d'abord la police du coin, puis bien sûr le FBI s'en mêle forcément, d'où viennent ces pieds, et dans le FBI on fait appel à l'inspecteur, je pense qu'on peut dire inspecteur dans le FBI, Aloysius Pendergast, qui est un personnage extraordinaire, je vais vous en parler un petit peu après, qui va enquêter sur ces pieds, d'où viennent-ils, où sont les corps, parce que s'il y a des pieds, il y a forcément des corps. Ils viennent d'où? Donc on commence à émettre des hypothèses. Est-ce qu'ils viennent de Cuba, des pieds de prisonniers? Est-ce qu'ils sont tombés d'un bateau, d'un container? Voilà, on fait plein d'hypothèses. Là-dessus, on va faire donc appel à l'inspecteur Aloysius Pendergast, qui est un personnage exceptionnel. Moi, l'argument que je pourrais vous donner pour lire ce livre, ce serait simplement de lire pour ce personnage que j'ai adoré. Aloysius Pendergast, c'est un personnage à part, qui est hyper cultivé, plutôt littéraire, mais il a aussi une bonne culture scientifique, il connaît plein de choses, il est très fin au niveau du comportement des gens qu'il a en face de lui. Il est bourré de références latines, de références grecques, d'auteurs. Ouais, il est hyper intéressant, il est très calme, c'est un personnage un peu avec un flegme britannique, j'ai envie de dire. Il traîne avec lui une jeune, alors il appelle sa pupille, qui s'appelle Constance Green, qui est une héroïne hyper badass. Alors c'est drôle parce qu'elle est habillée, je l'imaginais un peu avec une robe 19e, on l'a décrit un peu comme ça, et en fait la nana à un moment donné, elle sait par exemple tirer à la mitraillette, elle s'en sort très bien. Voilà, tout ça, ça fait une très bonne alchimie, ça marche très bien. Ils vont essayer d'abord de savoir d'où viennent ces pieds, donc en étudiant notamment les courants maritimes pour savoir d'où est-ce qu'ils ont pu provenir. C'était hyper bien, on s'ennuie pas du tout. J'ai trouvé que l'explication finale était bien. Quand on y réfléchit, c'est assez horrible. Ouais, c'est assez horrible. Alors le seul bémol de ce bouquin, c'est les 100 dernières pages, où ça part à l'américaine, ça part partout, ça pète de partout, il y a des explosions, il y a des... Ouais, c'est un peu too much. Voilà, la fin est too much. Moi je trouve qu'ils ont voulu se faire plaisir, les auteurs, et vous regardez les films avec Schwarzenegger et Rambo machin, voilà, où ça pète de partout, vous savez, à la fin, et où le héros bien sûr s'en sort indemne. C'est un peu ça. C'est un peu dommage parce que je trouve que ça rompt le charme de l'enquête qui est tout en douceur, qui est très intellectuelle, où on réfléchit beaucoup mais en même temps c'est pas chiant. Et là à la fin ça pète de partout. Voilà, c'est le seul bémol à ce bouquin, mais sinon allez-y, en tout cas lisez-le juste pour l'inspecteur Pendergast, ça vaut vraiment le coup. Ensuite je vais vous parler, je change complètement, ouais celui-là je voulais réserver pour la fin. Je vais vous parler encore d'un contemporain qui est sorti fin juillet, donc c'est la rentrée littéraire. Il s'agit de La liberté au pied des oliviers de Rosa Ventrella, et c'est aux éditions Les Escales. C'est un roman italien qui nous plonge en 1941 dans les Pouilles. Alors les Pouilles, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une région de l'Italie du Sud qui était jusqu'à assez récemment très pauvre, avec une terre extrêmement difficile à cultiver, une terre aride où il fait très chaud, où presque rien ne pousse. Donc on est dans cette ambiance là, on est dans un tout petit village où les ragots se colportent allègrement, et on va suivre une famille avec la mère qui s'appelle, alors elle a un nom, Caterini je crois, je sais plus comment elle s'appelle parce qu'ils abrègent toujours son prénom. Elle est mariée à un homme qui va travailler au champ, qui revient le soir complètement harassé pour pas grand chose. Toutes les propriétés appartiennent au baron Personnet, qui règne là-dessus, qui emploie des sbires qui essaient d'étouffer dans l'œuf toute rébellion possible. Et on va suivre surtout les deux filles du couple, Teresa, qui est l'aînée, et Angelina. Angelina, c'est un être solaire. Elle est belle, elle est lumineuse, elle est blonde, elle a les yeux bleus, elle est magnifique. Tous les hommes se retournent sur son passage, comme tous les hommes se retournent sur le passage de leur mère, d'où les ragots qui disent que ces deux femmes sont maudites, puisque la beauté dans cet endroit-là du monde est maudite en fait, elle attire la convoitise. Teresa, c'est l'aînée des filles, elle est plutôt très timide, elle est seule, elle a poussé tout d'un coup, elle est très grande, elle n'a pas de forme, elle est brune, elle se sent pas belle par rapport à sa sœur, et on va suivre en fait, c'est Teresa qui va nous raconter l'histoire de sa famille, et dès le départ on sait qu'Angelina meurt.
c'est le premier chapitre, je vous spoil rien. Elle meurt et en fait Teresa va nous expliquer comment est-ce qu'on est arrivé à la mort de cette fille, d'Angelina, comment on est arrivé à ce drame. L'auteur, elle nous fait vraiment ressentir la pauvreté, la misère, la puanteur, l'extrême misère. Le père va partir à la guerre pendant la Seconde Guerre mondiale. Les femmes se retrouvent seules, donc il y a la mère, il y a les deux filles et il y a la grand-mère aussi. Elles ont faim. Qu'est-ce que va faire la mère, qui est dotée d'une beauté magnifique? Elle va aller voir le baron Personnet et elle va, bien sûr, en échange de ses charmes, pouvoir obtenir des choses pour ses filles. C'est vraiment beau. Ouais, on ressent vraiment moi, quand je lisais ce bouquin, je ressentais vraiment la chaleur, je ressentais vraiment la pauvreté, la faim que pouvaient ressentir ces gamines, cette espèce de chape de plomb, l'omerta qui règne sur la ville, sur le village, le fait aussi qu'on est dans les premières révolutions agraires à cette époque-là, où les hommes vont commencer à se révolter pour essayer d'obtenir des terres. C'est vraiment bien fichu. Alors le seul bémol, encore une fois, c'est un peu comme tout à l'heure, c'est que le roman est court au final, il fait même pas 300 pages. Et parfois j'ai l'impression qu'on survole certaines choses. J'aurais voulu qu'on approfondisse un peu plus le drame de ces femmes. C'est pas gai du tout, hein. C'est pas un roman solaire où vous allez rire. C'est vraiment la pauvreté, la misère. Parfois c'est un peu lourd à lire, mais et donc j'aurais voulu que l'auteur elle l'approfondisse, vous voyez ce que je veux dire, un petit peu plus ce côté-là. On a l'impression qu'on survole un peu et que parfois on va un peu trop vite en besogne. C'est dommage parce que je pense que sinon j'aurais pu aisément avoir le coup de cœur pour cet auteur. Et je pense que c'est vraiment... Alors j'ai vu qu'elle en a sorti un autre. Elle a lu Une famille comme il faut, qui est sorti chez Pocket. Voilà. Et j'ai lu de bonnes critiques aussi sur son premier roman. À suivre, donc une auteure italienne à suivre. Mais si vous avez envie d'un truc un peu... ça me fait penser... vous savez, au roman de Luca Di Fulvio, où au début on est en Sicile, c'est comment? Le Gang des rêves, voilà, c'est un peu ça, l'ambiance. Si vous avez lu Le Gang des rêves, au départ ça se passe en Sicile, c'est un peu ça. Ou Le Soleil d'Escorta de Laurent Godet, c'est pareil, au début on est en Italie où c'est hyper pauvre, c'est un peu ça. Donc si vous voulez retrouver cette ambiance, c'est là. Après voilà, je vous le dis, ça va vite, il est court, il fait 284 pages, donc forcément, parfois, l'auteur elle part un peu vite. Ben, c'était une très bonne lecture. J'enchaîne, on se rapproche du top de ce que j'ai adoré. J'ai eu la chance de découvrir Les Roses Fauves de Carole Martinez chez Gallimard, c'est son dernier roman qui est paru. Carole Martinez, j'ai lu d'elle Le Cœur cousu il y a quelques années, j'avais adoré. Et ça tombe bien parce que ce roman, alors vous n'avez pas besoin d'avoir lu Le Cœur cousu, rassurez-vous, mais s'inspire un peu de son premier roman Le Cœur cousu. Alors, l'auteur, en fait, dans la vraie vie, elle a rencontré un jour, lors d'une séance de dédicace en Espagne, une lectrice espagnole, qui lui a dit « Ah oui, j'ai lu Le Cœur cousu, mais vous savez qu'en Espagne, il y a la tradition des cœurs cousus. » Carole Martinez, elle ne connaissait pas cette tradition. Elle a mis le titre de son roman Le Cœur cousu un peu par hasard. D'ailleurs, c'est son éditeur qui lui avait proposé ce titre. C'est quoi la tradition du cœur cousu en Espagne? Quand une femme voit qu'elle arrive au crépuscule de sa vie, que la mort rôde, elle va écrire sur des petits bouts de papier des choses qui se sont passées dans sa vie, des secrets, des péchés, des choses honteuses. Elle va bourrer ces petits papiers dans un cœur qu'elle a brodé. Et elle donne ce cœur à sa fille ou sa petite fille, et les femmes ont l'interdiction d'ouvrir ces cœurs. Elles les gardent, elles se les transmettent de mère en fille, elles les gardent, elles ont l'interdiction de l'ouvrir. Ça, c'est la réalité. Dans la fiction, on va suivre une auteure qui est en mal d'inspiration, qui sera donc la narratrice, qui va aller en Bretagne dans un tout petit village, un peu par hasard. Elle va rencontrer Lola. Lola, c'est la guichetière de la poste. Lola, c'est une femme qui est seule, donc elle vient d'une lignée espagnole qui a immigré en France. Elle est seule, Lola, parce qu'elle est affubée d'une boiterie et toute sa vie, son père s'est moqué d'elle, lui a dit « tu ne trouveras jamais de mari, personne ne voudra de toi, tu es maudite, etc. » Donc elle reste seule. La journée, elle est donc à la poste, au guichet. Elle adore son jardin, elle cultive son jardin et ça lui suffit. Et Lola va rencontrer l'écrivaine, et elles vont dîner ensemble et vraiment ça va être un coup de foudre amical, elles vont devenir amies. Et Lola va lui parler de cette tradition espagnole, elle va lui montrer dans son placard les cœurs qu'elle conserve. Et il y a un des cœurs qui s'est déchiré et les petits bouts de papier commencent à sortir.
vous vous doutez bien que l'auteur à ce moment-là lui dit mais attends Lola, on va lire, est-ce que ça te dérange si on lit ce qui est écrit sur les petits bouts de papier qui sont contenus dans ce cœur. Donc Lola dit ok, allez on y va, on lit. Il s'agit du premier cœur de son arrière-arrière-grand-mère qui était espagnole et ça va se dérouler en Espagne et on va suivre à la fois donc le présent avec Lola et l'écrivaine qui vont faire leur petite vie, et on va retourner dans le passé quand l'auteur de livre va lire les petits bouts de papier qui étaient contenus dans le cœur. Et on va suivre ainsi la vie de Dolores, qui est une des aïeules de Lola. Et ça, c'était... Alors, il faut, quand vous lisez du Carol Martinez, en tout cas quand vous lisez ce bouquin, il faut lâcher prise, il faut vous dire que de temps en temps, on bascule dans une espèce de merveilleux, dans une espèce de magie. Dolores, c'est une jeune fille qui va vivre dans un jardin entouré de roses, entouré d'arbres, un peu comme une belle au bois dormant. Et quand elle voit passer son prince charmant sur son cheval, elle va saisir sa chance. C'est une femme qui est assez libre parce qu'elle va butiner d'homme en homme. Il y a un côté très magique, il y a un côté très métaphorique. Rose fauve parce que les roses explosent dans le jardin de Dolores quand Dolores atteint son adolescence et qu'elle atteint la puberté, qu'elle explose par rapport à son charme qu'elle peut déployer vis-à-vis des hommes. Il y a beaucoup de métaphores, voilà, il faut vous laisser embarquer par la plume de Carol Martinez. Si vous êtes vraiment terre à terre, laissez tomber, ça va pas vous plaire. Mais si vous avez envie de quelque chose d'onirique, mais on reste quand même ancré. Vous voyez, c'est onirique, mais c'est pas, ça part pas dans tous les sens. Il y a quand même un lien avec l'histoire. Vous pouvez foncer sur ce bouquin. On a des histoires qui sont enchâssées les unes dans les autres, un peu comme des poupées russes. Une histoire en fait ressurgir une autre. On va avoir aussi la vie du village avec les petites vieilles, ça c'était trop rigolo, qui viennent tricoter. Donc Lola elle est à son guichet, elle accueille les gens. Et sur les bancs là pour attendre son tour, il y a les petites vieilles qui viennent tous les jours tricoter, se raconter les potins du village. Un village qui cache de lourds secrets. Ouais, moi j'ai bien aimé. Je trouve que la plume de Carol Martinez elle est exceptionnelle. Et si vous avez envie de vous laisser embarquer dans une histoire un peu magique, un peu merveilleuse, allez-y, foncez, c'était vraiment bien. Il y a des côtés très glauques, mais j'ai trouvé que c'était une excellente lecture. Et Carol Martinez, encore une fois, c'est une auteure sur laquelle on peut vraiment compter en termes de lecture. J'enchaîne alors avec mes trois, on va dire que c'est 3 coups de cœur. Il y en a un, je m'y attendais pas du tout. Il s'agit des recettes de la vie de Jackie Durand. C'est toujours pour le... je vais y arriver, le trophée Folio L. Un tout petit bouquin qui fait même pas 200 pages, je crois. Ouais, c'est ça, il fait 200 pages. Quand j'ai lu la 4e de couverture, je me suis dit, oh là là, ça va être un truc feel good, marshmallow béchamel, guimauve, tout ce que je déteste. Allez, il faut que je le lise quand même parce que voilà, c'est le trophée Folio L. Je vais pas aimer. Et ben, figurez-vous que j'ai adoré ce bouquin. On est avec... comment il s'appelle déjà? Julien, c'est ça. Julien, qui est au chevet de son père, Henri, qui est mourant, qui est dans un lit d'hôpital, je crois, qui va mourir. Henri a tenu un relais, un restaurant relais à côté de la gare de sa petite ville de province toute sa vie. Et c'est l'occasion pour Julien de se remémorer son enfance auprès de son père et son adolescence. Ça commence fort en émotion, puisqu'on est avec ce père qui est mourant, ce fils qui lui tient la main. Et on a la longue confession de Julien qui va lui raconter en fait son enfance, qui va nous raconter son enfance. Une enfance passée dans les casseroles d'abord avec son père, cuisinier. Un père qui en fait a fait la guerre d'Algérie avec un copain. Et quand ils sont venus de la guerre d'Algérie, ils se sont arrêtés dans cette ville de l'Est. Ils sont descendus. En face d'eux, il y avait un relais restaurant à vendre. Ils l'ont loué ou l'ont acheté, je sais pas. Et en fait, Henri a fait de la cuisine parce que c'était ce qu'il savait faire et qu'il fallait bien gagner sa croûte, il fallait bien bouffer. Et donc il a fait, le premier job qu'il a trouvé, c'était ça. Et donc il a fait cuisinier, Alors, ce qui est excellent dans ce bouquin, c'est que c'est une cuisine vraiment... Alors la cuisine du terroir française, la tête de veau, la blanquette. Le samedi, c'est steak frites, enfin bavette frites pour tout le monde. Le petit rouge au coin du zinc. C'est vraiment une France, faut imaginer une France des années 60, comme on peut le voir dans certains films. La baguette de pain, le
Henri qui depuis 7 h du matin cuisine jusqu'à 23 h le soir, il ne vit que pour son restaurant, il n'y a que le dimanche où il ne travaille pas. Et on va suivre Julien, donc, qui est dans les casseroles avec son père. Et son père veut tout sauf que Julien devienne cuisinier parce que Henri, lui, il a subi en fait son métier, il l'a pas choisi. En fait, dans les années, c'est dans les années 80, quand Julien va faire son orientation, son père veut absolument le pousser à faire des longues études pour qu'il devienne par exemple comptable. Pour lui, comptable, voilà, ou professeur, c'est un métier honorable. Cuisinier, pour lui, c'est une voie de garage. Et en fait, on voit aussi toute l'évolution aujourd'hui. Bah, vous voyez bien avec toutes les émissions qui passent à la télé, cuisinier, c'est plus du tout vu comme une voie de garage. Au contraire, c'est plutôt un métier très enrichissant. C'est un métier dur mais enrichissant. Et même Julien, quand il choisit cette voie au final, parce qu'il a envie de faire de la cuisine, ses professeurs lui disent ouais mais c'est une voie vraiment, en gros quand tu sais pas faire ça, quand t'es pas doué pour les études, tu fais cuisinier, tu fais cuistot à l'époque. On voit comment les choses ont évolué, c'est super beau, c'est une ode à la cuisine. C'est voilà, quand vous lisez ça, vous avez toutes les saveurs, vous avez toutes les odeurs qui remontent. C'est une ode aussi au métier de cuisinier qui a beaucoup évolué avec un regard de la société qui a énormément changé sur le métier de cuisinier. C'est une ode d'un fils à son père qui lui dit tu vois papa, je te suis sur tes traces, je vais peut-être faire autrement mais cuisinier c'est pas déshonorant comme métier. Ouais, moi je vous conseille ce petit bouquin parce que je l'ai trouvé vraiment beau, j'ai trouvé très poétique et contre toute attente. C'est pas feel good, j'ai beaucoup aimé. Il y a un secret de famille à un moment donné, je vous en dis pas plus. C'était chouette, c'est dans une petite ville de province. En plus, ça se passe dans la ville où moi j'ai fait mon lycée. J'ai pas grandi dans cette ville, mais voilà, c'est la première grande ville à côté de chez mes parents. C'est une petite ville du Jura. Donc il y a plein de choses qui ont fait écho à ma propre vie personnelle et j'ai trouvé ça vraiment super sympa. Donc voilà, je vous le conseille ce bouquin. Alors, on passe à de la fantaisie, vous avez vu, hein, c'est thriller, fantasy, contemporain, il n'y a pas d'ordre, bon c'est pas grave. Mais c'est parce que j'ai beaucoup aimé ce bouquin. Il s'agit de Druide de Oliver Perru, que j'ai lu, alors c'est chez J'ai lu, que j'ai lu avec ma copinote Géraldine de GG Bookin sur Insta, et qui avait été grandement conseillé par Laure de Boulimie Livresque. Si vous commencez par de la fantaisie, vous avez envie de vous lancer dans la fantaisie, je ne vous le conseille pas forcément. Il faut déjà avoir lu un petit peu de fantaisie à mon avis pour accrocher, parce que c'est pas forcément très facile à lire, pas facile à suivre, et parfois on bascule un peu même dans de la dark fantasy. Qu'est-ce que ça raconte? On est dans un univers médiéval, avec une terre qui est scindée en deux, avec d'un côté le royaume du nord, d'un côté le royaume du sud, relativement en paix, même si les deux rois ont envie d'en découdre. Au milieu, une forêt qui est sacrée et qui appartient aux druides. Les druides sont des personnages qui communiquent avec les êtres de la... Alors d'abord, ils sont très respectés, on n'a pas le droit d'entrer dans la forêt sans l'autorisation des druides. Et les druides communiquent notamment avec les animaux. Ils ont une espèce de don où ils peuvent communiquer avec les animaux, leur faire des choses, etc., voir à travers leurs yeux. Et dans le royaume du Nord, va être commis un massacre dans une forteresse qui est réputée imprenable. Et on a tué en quelques minutes une 50aine d'hommes, mais un massacre, quand on nous décrit le massacre, la manière dont les hommes ont été tués, c'est à vomir, c'est horrible. Et donc le royaume du Nord se dit, bah, y a un espion, il y a des espions du sud qui sont entrés dans la forteresse, on ne sait pas comment, et donc on va leur déclarer la guerre. Et Obrigan, qui est un druide, qui a deux pupilles, donc deux jeunes garçons à qui il enseigne le métier entre guillemets de druide, va aller enquêter, on l'envoie enquêter dans cette forteresse, lui aussi il n'en revient pas de ce qui s'est passé, il dit c'est pas possible, ce ne sont pas des hommes qui ont perpétré ce massacre, et on lui donne 21 jours, pas un de plus, pour prouver que ce ne sont pas des hommes qui ont perpétré ce massacre, mais c'est autre chose. Et donc à partir de là, Obrigan va partir d'un côté, pour terminer son enquête. Il va envoyer ses deux apprentis, alors il y en a un qui s'appelle Tobias, qui est très intellectuel, qui est toujours dans les livres, enquêter avec l'autre, comment il s'appelle, il a un nom bizarre, Keschner, un truc comme ça, qui est lui plus dans l'action, Kescher, il s'appelle, voilà, Kescher. Et on va avoir ces trois points de vue qui à un moment donné bien sûr vont se rassembler, et on se doute bien, nous on le sait, que ce ne sont pas des hommes qui ont perpétré ce massacre, mais ce sont des créatures terribles, imprenables,
qui ont perpétré ce massacre, et donc on va suivre cette enquête. C'est l'univers est hyper développé. Moi je trouve que c'est rare, je souligne parce que c'est un one shot, il n'y a qu'un tome. Et souvent la fantasy elle a besoin de plusieurs tomes pour pouvoir se déployer ses ailes, pour déployer son univers. Là on n'a qu'un tome. C'est hyper bien raconté, il n'y a aucun souci sur le style. J'ai trouvé ça passionnant. Et en plus je trouve que c'est très intéressant parce qu'on est avec une enquête. Véritablement on mène une enquête, c'est pas une guéguerre entre les elfes et je sais pas quoi, les trolls. C'est vraiment une enquête. Qu'est-ce qui a pu tuer tous ces hommes et qu'est-ce qui tue? Parce que les créatures sèment des morts un peu partout de manière complètement effroyable. C'est très sombre, c'est une fantasy très sombre. C'est pour ça que je vous parlais presque de dark fantasy parce qu'on a des côtés hyper violents. C'est aussi très lumineux d'un certain côté puisque c'est une belle ode à la nature. Il y a un côté très écolo dans ce livre. Alors, il y a un petit bémol. Il y a des scènes de bataille à la fin et c'était long quand même. Parce que le bouquin, vous vous en rendez pas compte, mais il fait 600 pages. Et il y avait des scènes de combat où je pense que l'auteur il aurait pu un peu abréger où là je me suis un petit peu ennuyée vers la fin. Vraiment dans les scènes de combat. Mais sinon, rien à redire, c'est de la très bonne fantaisie et je ne peux que vous la conseiller. Et je termine avec mon coup de cœur du mois. J'ai adoré ce bouquin. C'est une belle brique. C'est L'Apothicaire de Henri Lovenbruch. C'est chez J'ai lu encore une fois. Je ne suis pas sponsorisée par J'ai lu, c'est vraiment le hasard. Qu'est-ce que j'ai aimé ce livre? Qu'est-ce que j'ai aimé découvrir la plume d'Henri Lovenbruch? Qu'est-ce qu'il est doué cet auteur? Et je pense que c'est pas le dernier livre de cet auteur que je vais lire. On est au Moyen-Âge, on est en 1313. On suit Andreas Saint-Loup qui est apothicaire dans la rue Saint-Denis, une rue réputée pour ses prostituées notamment à l'époque, mais pas que. On est dans une France forcément très croyante, où dès qu'on fait un pas de côté, on est déclaré hérétique, donc on est jugé, on est brûlé. Andreas Saint-Loup, un jour, se lève et découvre une pièce qu'il n'avait jamais remarquée dans son appartement, enfin dans sa maison. Il demande à son apprenti si lui aussi avait remarqué la pièce. Non, non plus. Si son valet et sa servante, enfin sa bonne, n'ont pas non plus remarqué cette pièce, ne l'avaient jamais vue. Très bizarre, voilà. Et quelques jours plus tard, il a un grand tableau en face de lui. Il mange tous les jours en face de ce tableau. C'est un portrait qu'un artiste lui a fait de lui un jour. Et il remarque qu'on a dans un coin du tableau, comme si on avait effacé quelque chose du tableau, un élément, un personnage. C'est très bizarre aussi. Donc Andreas Saint-Loup, qui est un personnage il est érudit, d'une intelligence rare, il connaît plein de choses. Il est parti faire son apprentissage d'apothicaire en Espagne, il est revenu, il porte pas mal de secrets, je dirais pas qu'il est athée ni anti-religieux, mais il est contre toutes les stupidités qui à l'époque ont foi, les superstitions, ce genre de choses. Il a été élevé quand même par un religieux, donc il renie pas la religion, mais il voit vraiment, pour lui la religion c'est quelque chose entre, c'est la foi avec Dieu et tout ce qui est à côté, les superstitions, les machins, lui il passe outre. Donc c'est un personnage qui est très moderne, qui a un esprit qu'on peut retrouver par exemple à l'époque des Lumières au XVIIIe siècle. Ce personnage là va se mettre en quête et va enquêter. Pour quelle raison? Il y a une pièce qui est apparue dans sa maison, et pour quelle raison il y a un personnage du tableau qui a disparu. Voilà. Et ça va le mener sur les chemins de Compostelle, donc Saint-Jacques de Compostelle en Espagne, puisqu'il va devoir enquêter, on le met sur la piste d'une... alors c'est pas une secte, j'ai pas le mot, mais une espèce de fraternité philosophique qui s'appelle les gnostiques, et donc il va enquêter, et c'était passionnant. Alors, par contre, voilà, ça ne conviendra pas à tout le monde parce que Henri Lovenbruch ici s'inspire vraiment de ce qu'on a pu faire dans les écrits au Moyen-Âge, ou je pense au XIVe ou XVe siècle, voire XVIe siècle. C'est un roman d'aventure avant tout. Il se passe plein de choses. Andreas et son apprenti, Robin, vont être jetés comme ça sur les routes et vont aller d'aventure en aventure, donc il se passe plein de choses, il se passe pas vraiment énormément de choses, il se passe ça, ensuite ça, c'est peut-être un petit peu parfois redondant, mais alors moi j'ai adoré. Il y a des personnages
et des dialogues mais savoureux où je me suis marrée, notamment les personnages de prostituées, mais alors il nous les peint, c'est excellent. Elles ont de la répartie mais c'est vraiment, je me suis vraiment fendu la poire. C'est d'une érudition rare. Ouais, c'est de la grande aventure. C'est à la fois du Umberto Eco pour le côté érudit mais pas chiant. Je me suis pas ennuyée. Voilà, c'est érudit mais on apprend plein de choses mais on n'a pas l'impression d'apprendre des choses. Il y a un côté Alexandre Dumas parce que c'est un roman d'aventure. Il se passe énormément de choses et franchement vous serez pas déçus, le style il est impeccable. Alors par contre il faut se taper la brique qui fait quand même 700, presque 800 pages. Voilà. Mais si vous avez envie de lire un roman d'Henri Lovenbruch qui se déroule au Moyen-Âge, si vous avez envie de Moyen-Âge, un peu style Ken Follett pour l'érudition, pour la manière dont tout est bien reconstitué, allez-y foncez parce que c'est un coup de cœur, j'ai adoré. Et franchement vous ne vous ennuierez pas. Je l'ai lu en 3 jours je crois, je l'ai bouffé, j'ai trouvé ça vraiment excellent et je n'ai fait que tourner les pages pendant 3 jours. Donc si j'ai un bouquin à vous recommander pour le mois à venir, c'est vraiment celui-ci. Allez-y, foncez. Voilà, bah écoutez, c'en est tout. Je vous ai présenté quand même pas mal de bouquins. La prochaine vidéo, je pense aussi que ce sera un point lecture. Parce que là, je vais quand même ralentir les achats. Je vous ai fait un gros book haul. Et ma priorité, c'est d'essayer de faire baisser ma palle. D'ailleurs, je vous mets toujours en lien mon Instagram. Allez-y, vous pouvez vous abonner. Vous savez que je suis très active sur l'Insta. Et ma palle sur Livre Addict. Donc si vous avez envie de faire une lecture commune, que vous avez un Insta, n'hésitez pas à venir me voir en Insta. Vous me dites est-ce que ça te dit de faire cette lecture ensemble. J'aime beaucoup faire les lectures communes, je trouve que ça motive et puis j'aime beaucoup échanger avec vous. Donc n'hésitez pas à aller voir ma palle. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air, ça fait plaisir, à vous abonner. Je vous laisse avec de belles lectures. Un prochain point lecture qui sera je pense plutôt courant en septembre. N'hésitez toujours pas à aller voir Instagram, j'y vais tous les jours pratiquement. Et je poste tous les jours, je vous fais tous les jours un petit compte rendu sur mes lectures, donc vous pouvez y aller. J'aime beaucoup échanger avec vous sur Instagram. Voilà, j'arrête de blablater parce que cette vidéo est déjà bien longue. Je vous souhaite de belles lectures, une très belle semaine à venir et je vous dis à très bientôt. Ciao!